les images soit des prétendus ou pas prétendus militants de la paix armés de bâtons aux prises avec des unités d'élite que je connais bien, dont je connais la bravoure et l'efficacité, bien sûr, débarquant des hélicoptères et tirant à armes réelles et faisant 6, 8, 10, peut-être 16 morts, ces images-là vont faire le tour du monde et seront plus dévastatrices, non seulement pour l'image d'Israël, non seulement pour son gouvernement, mais pour ce pays auquel je suis inconditionnellement attaché. Ces images seront plus dévastatrices, me semble-t-il, encore qu'une défaite militaire. Je suis partisan que l'on organise des voyages de Turcs au mémorial d'Erevan. Il y a un mémorial magnifique. Je n'ai plus la statistique en tête, c'est mon ami Gilles Herzog qui m'en parlait l'autre jour. Le nombre de Turcs qui ont fait le déplacement est ridicule. Que l'Europe organise des voyages, incite au pèlerinage, parce que je pense qu'il y a là une prise de conscience possible qui est le début du travail de réparation. Et c'est à ça que j'encourage, moi, avec ce texte et avec tout ce qui tourne autour, le texte, l'essai, etc. Une dernière question, 2015 c'est l'année du centenaire, vous serez sur le front, mobilisé avec nous. Je serai plus que jamais à vos côtés, mobilisé, oui, évidemment. Évidemment, il faudra cette fois-ci, je ne sais pas, mais je serais vraiment scandalisé si l'année 2015 passait, s'écoulait, sans que soit réglée une fois pour toutes cette question de la loi sur la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Erdogan est en train de vaciller. Il ne peut pas vaciller, il vacille. Sa victoire probable sera une victoire beaucoup plus faible que celle à laquelle il aspirait dans son propre camp. Il y a des mécontentements, des fissures, des doutes. Donc il est déjà en train de vaciller. Mais c'est pas assez. Il faudrait qu'il tombe. Léa Salamé, votre invité ce matin est philosophe et essayiste, défenseur acharné de la cause kurde. Si le plan Trump-Erdogan marche, c'est Erdogan qui sera le gardien de prison. Donc la question, elle est très simple. Est-ce qu'on laisse à au chef des frères musulmans, parce que c'est ça Erdogan, est-ce qu'on lui laisse les clés de la prison? Trump a sa solution, Daman et Lévy. Il l'a dit hier, il a pris la parole et il l'a dit hier. Take them back. Ils sont français, ils sont allemands, ils sont anglais. Reprenez-les, gérez vos problèmes tout seul. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on donne à Erdogan les clés. Erdogan qui a laissé passer les islamistes, tous les islamistes français, tous les djihadistes originaires de France qui sont allés se battre dans les rangs de l'État islamique. Ils passaient par où, à votre avis? Ils passaient par Gaziantep, ils passaient par la frontière turque. Erdogan fermait les yeux. La frontière turque a été pendant des années une passoire par laquelle tous les djihadistes d'origine française ou européenne passaient. Donc le fond du problème, c'est qu'on vient de donner à cet homme, à ce djihadiste Erdogan, djihadiste en puissance. Erdogan, frère musulman. Le djihadisme. Là, mélangez pas tout. Il y a une chose que la France peut faire, c'est convoquer en urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est proposer une résolution disant à Erdogan « pas touche au Kurdistan ». L'un des résultats de cette offensive turque, bénie par les États-Unis et acceptée par l'Europe, c'est que Daesh est en train de renaître. Daesh a de nouveau pignon sur rue aujourd'hui dans cette partie de la Syrie. Bachar al-Assad, Daesh, Erdogan, c'est du pareil au même. C'est une espèce de gang qui prend cette pauvre Syrie, ces pauvres populations civiles et ce pauvre peuple kurde martyrisé depuis des décennies en tenaille. Cette armée-là, l'armée turque, dont vous venez de montrer les images, qui bombarde vos confrères, qui lapide à mort une militante des droits de l'homme, qui s'en prend à nos principaux alliés.
elle n'a que faire dans l'Alliance Atlantique. Il faut la sortir. Ils ont fait comme les sportifs allemands sous le nazisme devant Hitler. Ils ont fait un salut militaire et politique d'allégeance à un pouvoir totalitaire, comme des supporters de crimes de guerre qui sont commis en ce moment même. Moi, je pense qu'ils doivent être, au minimum, on leur retire le poing, et dans le meilleur des cas pour moi, on les sort. Que j'appelle la France, parce que c'est mon pays, et parce que le président Macron est le seul en Europe qui a une position lucide et courageuse sur la Turquie, qui mesure le danger que fait peser Erdogan sur la paix de la région et du monde. Le président Macron est conscient de cela, il est le seul en Europe. Donc je crois qu'en effet, un beau geste consisterait à sanctuariser le Haut-Karabakh, en tout cas à le proposer, que la France prenne une initiative de ce genre, c'est-à-dire une initiative consistant à dire pitié pour les Arméniens, justice pour l'Arménie, bas les pattes Erdogan. En écoutant toutes ces déclarations, c'est qu'il parle comme les gens de Daesh. Quand il dit « les Français sont-ils prêts au même sacrifice que nous ?» Oui. Pardon, mais cette rhétorique-là, ces mots-là, ce sont les mots des terroristes islamistes. Le frère musulman Erdogan, patron de toute une part de la galaxie islamiste, parle comme les pires de cette galaxie. Le conflit avec la Grèce, déclenché unilatéralement par les Turcs dans les eaux territoriales grecques, est évidemment une entorse à ce principe d'assistance, mais il faut jeter la Turquie hors de l'OTAN. C'est pas possible. Elle n'y a pas sa place. Elle n'y a plus sa place. On a bien fait de vendre des Rafales aux Grecs. Ben oui, malheureusement, je suis pas. On les arme. Vendre des armes, c'est jamais bien. La guerre, c'est pas bien. Mais quand on a affaire à un fou pareil, dont les menaces ne sont même plus voilées, qu'est-ce que vous voulez? La Grèce, pays ami, berceau de la démocratie, pays qui a tellement souffert, qui a fait des sacrifices terribles pour rester à l'intérieur de l'Europe, au moment de Tsipras, du référendum, etc. La moindre des choses, c'est de lui porter assistance et de lui permettre de se défendre contre ce fou. « 48 Turcs sont désormais les otages des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Ils ont été capturés dans le consulat turc de la ville de Mossoul. Parmi les otages figurent le consul, des membres des forces spéciales ainsi que 3 enfants. Ce sont des bombes qui ont explosé à 5 minutes d'intervalle à Diyarbakir pendant un meeting de campagne du HDP dans le sud-est de la Turquie. Sur le mode opératoire de l'attentat, pas de doute pour le gouvernement, il s'agit de 2 kamikazes. D'après les médias turcs, la piste djihadiste serait privilégiée. L'explosion a été extrêmement brutale. La foule, paniquée, quitte avec précipitation la place Sultanahmet d'Istanbul, où vient d'avoir lieu un attentat kamikaze. Nouvel attentat en Turquie, cette fois à Istanbul. Il a fait au moins 2 morts ce matin, dont le kamikaze sur une artère piétonne du centre-ville. 7 personnes sont blessées, dont une dans un état grave. Horreur et cris de détresse devant ce centre culturel où des jeunes militants socialistes et pro-kurdes s'étaient rassemblés. Un attentat suicide a frappé mardi soir l'aéroport Atatürk d'Istanbul. 2 ou 3 kamikazes se sont fait exploser, faisant près de 50 morts et des dizaines de blessés. Samedi, l'explosion retentit en plein centre-ville au milieu d'un mariage kurde, faisant une 50aine de morts et une centaine de blessés.
Les festivités du Nouvel An ont été endeuillées par un nouvel attentat terroriste à Istanbul, en Turquie. De 700 à 800 Turcs et touristes étrangers étaient venus fêter le passage à la nouvelle année à la discothèque Le Rena, au lieu de la vie nocturne Stambouliote, quand un assaillant déguisé en Père Noël a mitraillé la foule, faisant 39 morts selon un dernier bilan. L'opération a d'abord commencé très tôt par plusieurs heures de tirs d'artillerie contre des positions djihadistes, suivi par d'intenses bombardements de l'aviation turque qui étaient soutenus par des appareils de la coalition internationale anti-Daesh. J'entends beaucoup de bêtises qui me hérissent le poil et m'escagassent un peu. Et je pense notamment à un certain BHL, qui un beau jour, mais il l'a fait à plusieurs reprises, a expliqué que Erdogan était le chef des frères musulmans au niveau international. Alors, d'une part, Erdogan n'a jamais été un frère musulman. Les frères musulmans n'existent pas en Turquie. L'islam politique turc, et Erdogan en est le prototype, si vous me pardonnez l'expression, mais Erdogan a fait ses classes comme jeune militant dans le courant de l'islam politique turc, qui a ses spécificités, qui a son histoire, mais qui n'a aucun rapport avec les frères musulmans. Alors évidemment, bien sur un certain nombre de dossiers, il y a une convergence entre les positions de l'AKP et celles des frères musulmans. Et bien sûr, je ne suis pas totalement idiot, enfin j'espère en tout cas, pour autant ça n'en fait pas Erdogan un frère musulman, et encore moins le chef des frères musulmans, comme si au passage, mais ça doit être les fantasmes de monsieur BHL, comme s'il y avait une sorte d'international centralisé des frères musulmans. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Vous expliquez le point de vue occidental aujourd'hui qui tend à défendre tout de go les Kurdes, c'est-à-dire qu'on fait on ne fait pas la distinction entre l'ensemble des Kurdes et cette milice en particulier des YPG ? En fait, on les a rebaptisés Forces démocratiques syriennes, mais c'est un joli habillage pour camoufler en fait ce qui est le PKK. Hier soir, j'étais sur le pont des Invalides à moto, et il y avait une manifestation de soutien aux Kurdes, et en fait, il y avait les portraits d'Abdullah Öcalan, donc le chef du PKK, partout. Moi-même, je me rends très régulièrement en Djezireh, donc dans le nord-est de la Syrie, vous avez des portraits géants, gigantesques d'Abdullah Öcalan partout. Donc c'est impossible de ne pas voir que les YPG, les forces démocratiques syriennes, sont infonnées du PKK. Alors après, pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre le PKK, mais dans ce cas-là, qu'on le retire de la liste des organisations terroristes. Sinon, il y a une incohérence grave. Quelle est la situation humanitaire sur place ? C'est un exode qui a déjà commencé pour fuir cette partie de la Syrie sous les bombardements depuis hier de la Turquie ? Alors en fait l'exode, et là ça a commencé depuis bien longtemps, pour fuir notamment les exactions du YPG, pour fuir la guerre, puisqu'il y avait eu Daesh qui avait envahi une partie de cette région il y a quelques années. Donc c'est un exode permanent, et là évidemment les gens sont encore plus inquiets. Mon collègue en est revenu samedi, il était à Saké, il était à Kamishli. Les gens sont très très inquiets, mais ils ne veulent pas partir. On a eu aujourd'hui au téléphone le père Saliba, qui est curé syriaque orthodoxe à Kamishli, qui nous dit « Nous voulons rester chez nous ». Given, however, that Saddam Hussein did not prove to have weapons of mass destruction, was the decision to enter Iraq and topple his regime a mistake? You know, whenever I'm asked this, I can say that I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong, because even though he had used chemical weapons extensively against his own people, against others, the program in the form that we thought it was did not exist in the way that we thought. So I can apologize for that. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning, and certainly our mistake in our understanding of what would happen once you removed the regime.
sommes à la frontière du Liban, nous ne pourrons pas être plus près de ce qui se passe actuellement. Et M. Bernard-Henri Lévy est en première ligne avec l'équipe d'InfoLive. M. Bernard-Henri Lévy, dès qu'il se passe un grand drame, une grande guerre dans le monde, vous êtes en première ligne. Que ressentez-vous aujourd'hui? Écoutez, je ressens beaucoup de tristesse chaque fois que les hommes se battent. Moi, je suis quelqu'un de pacifique, je n'aime pas la guerre, je la connais bien et je la déteste, elle me fait très peur. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'Israël mène une guerre juste et inévitable. Je crois qu'il était impossible face à l'existence du Hezbollah. The war in Gaza was a defensive war. You often say, and you said earlier in this interview, that you support interventions when oppressed people on the ground call for help against oppression and violence. That's why you supported Libya, not Iraq, you say. But here's my question. How come you've never supported calls for an intervention against the Israeli occupying force in the West Bank? How come you didn't call for a no-fly zone over Gaza in 2014 when the Israeli Air Force was killing 500 Palestinian children in the space of a single summer? Why the double standard? Because as long as it is not a double standard. As long I would call from what you say, if Hamas in Gaza stopped to send rockets above Israel. Come on, Bernard-Henri Lévy, you now sound like, what's the difference between what you're saying and what Bashar al-Assad says? He says, I'll have a no-fly zone when the rebels stop firing rockets. What's the difference between that argument and the Syrian government? Ça n'est pas une position évidente pour un intellectuel d'appeler à livrer des armes à quiconque. La plus lourde erreur peut-être du quinquennat de Nicolas Sarkozy d'être intervenu en Libye? Moi je crois que c'est une des rares choses très bien qu'il aura faites. Au contraire. Vous en parlez avec le président? Vous le voyez encore? Il m'arrive de lui parler, bien sûr, oui, il m'arrive de lui parler. Et je crois au contraire que c'est... Alors, attendez, non seulement c'est pas une erreur, mais c'est la première fois qu'une grande démocratie aura fait ça. Vous n'avez aucun regret? Empêcher... Moi, aucun regret. D'avoir inspiré cette... Vous rigolez, mais bien sûr aucun regret. France, il y a des personnes, des responsables qui un jour ont décidé d'aller tuer M. Kadhafi. Après l'avoir reçu sous la tente à Matignon. Et donc on a été tuer M. Kadhafi et on a créé quoi? On a créé finalement dans cette partie du Machrek, enfin au nord de l'Afrique, le plus gros maelstrom terroriste qui est en train de s'exporter d'abord sur l'Afrique. On est en train de le payer parce que si nous sommes engagés aujourd'hui, nous Français, avec nos avions, nos forces spéciales, etc. et nos hélicoptères qui marchent pas, sur le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, c'est tout simplement parce que nous payons l'affaire libyenne. Vous avez eu une alliance entre M. Bernard-Henri Lévy qui voulait absolument sa guerre et qui nous l'a imposée, qui l'a pratiquement imposée à M. Sarkozy. Il voulait absolument sa guerre et la guerre, ça se termine par l'assassinat ou la mort brutale du chef de l'État. Le gouvernement israélien a pris une décision, a pris une position courageuse, conforme à ses intérêts et conforme à la nature des choses. Parce que ce Kurdistan, le jour où il sera indépendant, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ça sera quoi? Une deuxième démocratie au Moyen-Orient. C'est ça. C'est pas un deuxième Israël, comme l'a dit le vice-président irakien, mais ça sera une deuxième démocratie au Moyen-Orient. Et pour Israël, il est évident que son meilleur intérêt, c'est ça. C'est ne plus être seul. À défendre les principes du pluralisme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc Israël a noué dans son histoire tellement d'alliances à contre-cœur, parfois contre nature, parce qu'il y était contraint, qu'aujourd'hui l'histoire universelle lui apporte sur un plateau un vrai allié naturel, parce que partageant les mêmes valeurs, les Israéliens auraient été fous de ne pas saisir cette perche que leur tend l'histoire. صوتوا في الاستفتاء التاريخي نعم من أجل دولة كردية، دولة مستقلة قوية مستقلة حرة. نحن نحبكم، نحن في إسرائيل ندعمكم حكومة وشعبا.